On bascule maintenant, deuxième candidat avec Yannick Jadot. Bonjour, bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Pareil, même première question que celle qui a été posée à Anne Hidalgo sur la place de la solidarité dans la campagne, ou sa faible place, son absence de visibilité pour l'instant dans cette question. Comment vous l'expliquez et quelle est la place dans votre campagne de ces questions-là? Et là aussi, même question, autour de quelle philosophie? Bon, je veux croire que la campagne présidentielle n'est pas encore lancée. En tout cas, elle ne l'est pas pour les Françaises et les Français. Quand on a un président de la République qui insulte les Français, quand on a Valérie Pécresse qui parle de nettoyage ethnique, et quand on a Zemmour qui insulte l'histoire, il faut espérer que la campagne électorale soit d'un autre niveau. Alors, merci infiniment pour votre invitation. Et la pauvreté, très clairement, depuis des années, et ça n'est malheureusement pas avec ce quinquennat que ça a augmenté, ça c'est apparu, il y a un accommodement à la pauvreté qui est profondément choquant. On a toujours l'impression qu'on va faire les politiques publiques et qu'à un moment donné, ça va permettre de réduire la pauvreté ou au fond de la rendre invisible. Et ça, c'est profondément choquant. Le projet que je porte démontrera à quel point le lien avec la nature et le lien social sont indissiblement liés. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et l'un toujours renforce l'autre. Moi, très clairement, je veux faire du prochain quinquennat un quinquennat d'éradication de la pauvreté, en tout cas de la grande pauvreté. C'est l'une de mes propositions fortes. C'est un revenu citoyen automatique, accessible dès 18 ans à partir du moment où on est en autonomie, et notamment en autonomie fiscale, fixé au seuil de pauvreté, 880, 885 euros. Et donc, c'est le moyen majeur, à la fois pour sortir les jeunes de l'extrême pauvreté, de la misère, parce qu'ils ne touchent aucun minima sociaux, qu'ils ont été exclus, sont les grands exclus du quoi qu'il en coûte, les jeunes dans notre société, mais sortir évidemment toute la société de la grande pauvreté. On a là un enjeu majeur. J'étais il y a 2 jours à Bordeaux avec les banques alimentaires qui, vous le savez, font un travail assez extraordinaire et qui ont été obligés de mettre en place dans cette période d'épidémie des distributions pour les jeunes. Et vous savez, pour en avoir discuté avec d'autres types d'associations qui viennent en aide alimentaire, il y a une explosion de la présence des jeunes et de toute façon, de manière générale, il y a beaucoup de nouveaux publics. Et puis j'étais il y a quelques jours aussi avec le SAMU social en maraude et puis à écouter aussi les appels du 115. Et on voit bien que là aussi, les dispositifs de lutte contre le sans-abrisme, la capacité qu'on a à donner de l'hébergement d'urgence sont totalement insuffisantes. Donc nous mettrons en place dans notre projet des politiques qui ne feront pas de la pauvreté au fond une résultante, mais qui feront de la pauvreté ou de la lutte contre la pauvreté le cœur de nos politiques publiques. Merci Yannick Jadot. On va revenir sur les propositions que vous avez avancées, notamment cet objectif d'éradication de la grande pauvreté, du revenu citoyen. Mais je voudrais vous essayer d'approfondir un point que vous avez évoqué, qui est cet accommodement à la pauvreté. Est-ce que c'est pour vous un accommodement des pouvoirs qui se sont succédés, ou est-ce qu'il y a aussi une part d'accommodement des citoyens? Vous êtes sur le terrain maintenant depuis plusieurs mois, j'ai été très frappé de l'enquête qui a été réalisée par l'IFOP pour le congrès de la FAS, et notamment de cette espèce de paradoxe suivant, c'est qu'il y a un impact individuel très fort des questions de pauvreté, puisque vous avez le quart des Français qui disent avoir été touchés directement par la grande précarité, la moitié qui a peur d'être exclue, et d'un autre côté, une sorte peut-être aussi d'accommodement collectif. Quand on regarde l'évolution de la situation en l'espace de 30 ans, est-ce que vous êtes prêt à aider les exclus
On était à Oui. 43% en 1993, on est Mmh. à 23% aujourd'hui. Est-ce que vous les regardez avec méfiance? On était à 17% en 93, on est à 27%. Plus de Français méfiants que de Français prêts à aider les exclus. Est-ce que vous sentez ça aussi? Comment vous l'expliquez? Est-ce que cet accommodement, en gros, n'est pas seulement n'est pas que un accommodement des pouvoirs, mais un accommodement qui est plus collectif? Il y a incontestablement l'émergence d'une forme d'individualisme dans la société qui a pu rompre un certain nombre d'exigences de solidarité. Mais au fond, je pense que la situation n'est pas paradoxale. À la fois, on a une précarisation et une instabilité, une incertitude sur l'avenir personnel, le sentiment qu'on ne maîtrise plus son destin, qu'on ne maîtrise plus sa vie, et que finalement, à la fois la précarisation des statuts dans l'entreprise, le fait que la finance intervienne de manière, au fond, on ne sait pas bien qui décide, le fait qu'il y ait une atomisation du marché du travail qui, encore une fois, renforce à la fois le sentiment d'être seul face à des pouvoirs qu'on ne comprend pas, et puis l'instrumentalisation, l'accommodement par les politiques qui ont renvoyé aux pauvres la responsabilité de leur État, avec cette idée que finalement, quelle que soit la qualité des services publics, quelle que soit son origine sociale, son origine territoriale, son origine ethnique, on aurait toutes et tous les mêmes chances si on en a envie. Et on a vu dans ce quinquennat, dans le précédent et dans celui d'avant, au fond, une forme de mise en concurrence permanente des chômeurs avec les travailleurs pauvres, des ruraux abandonnés par les services publics avec les habitants et des quartiers populaires. Et donc, plutôt que de s'attaquer structurellement aux inégalités, aux injustices sociales et à la pauvreté, il y a eu la volonté de diviser la société et de culpabiliser les pauvres. Et je pense qu'à un moment donné, s'il y a un ruissellement qui a marché de la part de l'État, c'est ce ruissellement d'un imaginaire où les pauvres seraient responsables de leur situation. Il n'y a qu'à voir la dernière réforme de l'assurance chômage. Je veux dire, c'est une réforme qui va précariser les plus vulnérables, les plus fragiles d'entre nous. Et au fond, tout le discours, l'imaginaire qui est porté derrière cette réforme, c'est de considérer que dans un moment où il y a beaucoup de difficultés sociales, eh bien, les chômeurs, au fond, sont responsables de leur situation et qu'il vaut mieux réduire leurs indemnités que d'offrir de meilleures perspectives de travail, de meilleurs salaires, de meilleurs statuts et une meilleure santé au travail. Donc il y a en fait ce qui pourrait apparaître comme une situation paradoxale, à mon avis, s'explique assez bien à la fois par la précarisation de beaucoup de personnes, et on a beaucoup de Français qui ont la peur du déclassement, on le connaît, beaucoup de Français qui pensent que leurs enfants vivront moins bien du fait des injustices sociales, mais aussi évidemment du fait du dérèglement climatique. Et donc cette situation n'est pas si paradoxale. Et donc il nous faut recréer un imaginaire de la solidarité et des politiques publiques de solidarité. Je parlais du revenu citoyen, évidemment, mais vous voyez bien que dans le débat aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens, l'enjeu de pouvoir d'achat, c'est l'enjeu des dépenses contraintes. Sont évidemment les déplacements, d'où l'action qu'il faut mener et que nous menons déjà dans nos mairies sur les transports collectifs, sur la facilitation du covoiturage quand il n'y a pas de transport collectif, sur le fait que ces transports collectifs sont accessibles à tarif réduit ou gratuitement pour les populations en difficulté et pour les jeunes. C'est évidemment la question de l'énergie. Quand dans mon projet, je veux que les 2 millions de familles qui sont en précarité énergétique et qui vivent dans des passoires énergétiques bénéficient d'une rénovation de leur logement à coût zéro. À coût zéro. Quand on veut investir sur le logement social, et vous aviez raison de le mentionner tout à l'heure, c'est quand même effrayant qu'un président de la République vienne devant la fédération des acteurs de la société et ne parle pas du logement social. Ça rappelle quand il fait ses 2 heures d'interview à la télé où il ne parle pas du climat, au fond, il ne parle plus
des enjeux majeurs de la société où sa politique a été un échec, ou un renoncement et parfois des reculs. Dans mon projet, j'ai la construction de 700 000 logements sociaux sur le quinquennat parce qu'il y a un enjeu majeur de rattrapage. Je voudrais revenir sur la proposition que vous avez formulée. Vous avez dit objectif central, éradication de la lutte contre la grande pauvreté, et une proposition... On ne va pas éradiquer la lutte contre la grande pauvreté, on va éradiquer la grande pauvreté. J'ai ma langue à fourcher. Oui, éradiquer la lutte, mais c'est peut-être une forme d'accommodement finalement. Avec cette proposition centrale, revenu citoyen, à partir de 18 ans quand on est dans l'autonomie fiscale, et avec un niveau de 880 €, en quoi ça se distingue du projet qui n'a pas abouti, mais que Emmanuel Macron a relancé hier, de revenu universel d'activité, et en quoi ça se distingue de ce qu'un certain nombre de départements responsables des questions de solidarité ont porté avec le revenu de base? C'est quoi le revenu citoyen à la Jadot? Le revenu citoyen à la Jadot, au fond, c'est un revenu minimum garanti, automatique, versé dès 18 ans. Et on le met au niveau du seuil de pauvreté parce qu'on est dans une société suffisamment prospère collectivement pour éradiquer la grande pauvreté. Je dis la grande pauvreté parce que dans pas mal d'endroits, à 880, 885, on n'est pas encore sorti totalement de la pauvreté. Mais évidemment, il s'agit de la grande pauvreté. Le projet du président de la République, pardonnez-moi, mais je ne le connais pas. Ça fait des mois qu'il en parle. Et d'un seul coup, il nous remet ça pour la campagne électorale. Moi, je ne commande pas un projet qui n'existe pas et pour lequel il n'a rien fait. Il faut quand même voir que les jeunes ont été les grands exclus, je l'ai dit, du quoi qu'il en coûte. Donc, il nous faut porter cette sortie, encore une fois, cette sortie de la grande pauvreté. Mais si vous me permettez, il y a aussi un enjeu qui est très important. L'expérience territoire zéro chômeur longue durée est une expérience absolument extraordinaire. Tous les acteurs associés sur le terrain, on sait que ça marche très très bien et le boulot de Laurent Grandguillaume là-dessus est très très fort. Il nous faut massifier, je sais que ça fait débat, mais il nous faut massifier ce dispositif. Il nous faut bien sûr partir des besoins des personnes en précarité. C'est la logique du dispositif, c'est sa force et c'est probablement ce qui fait son efficacité. Associer tous les acteurs de territoire, évidemment, respecter absolument, mais il nous faut élargir les besoins sociaux et environnementaux à satisfaire. Donc je pense que là, on a une perspective d'élargissement sur l'ensemble des territoires de ce type de dispositif qui peut être extrêmement pertinent, efficace pour sortir beaucoup de personnes, non seulement de la pauvreté, mais de l'exclusion sociale et du chômage de longue durée. Alors, une des questions qui a été posée par un citoyen qui nous écoute, je la retranscris telle qu'elle. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de relancer la production de logements. Comment concilier la production de logements abordables et l'écologie? Vous savez, en fait, quand on voit aujourd'hui l'évolution des coûts des matériaux, et y compris les matériaux biosourcés, les matériaux locaux, quand on voit l'évolution des architectures, en fait, aujourd'hui, on arrive à faire du logement basse consommation, voire du logement passif, à des coûts équivalents du bâtiment classique. Et donc, il nous faut produire ça. Moi, je vois, y compris, on a une opportunité qui est assez forte, y compris pour les centres-villes. Avec la Covid, avec la pandémie, évidemment, la relation travail a évolué. Il va y avoir plus de télétravail. Même quand on sortira de la pandémie, il y aura du travail et du télétravail. Et donc, on a la possibilité sur certains sites de transformer des bureaux ou de transformer des projets de bureaux en logements pour les habitants, en logements sociaux. Et puis, il faut développer aussi tous les baux réels solidaires.
Donc, cette logique qui permet d'accéder plus facilement au logement, et notamment pour remettre celles et ceux qui travaillent en ville, mais en tout cas dans les métropoles, mais qui ne peuvent plus y vivre. Je pense aux infirmières, je pense aux instituts, aux enseignants, je pense aux artisans. On sait à quel point beaucoup de travailleurs sociaux travaillent évidemment dans des villes où ils ne peuvent plus habiter, y compris parce que les salaires sont des salaires de misère, que les conditions de travail épuisent tout le monde, et que ce réseau des associations, ce réseau des travailleurs sociaux oubliés par le Ségur, alors qu'ils ont maintenu la société debout, ils ont contribué à maintenir la société debout, doivent pouvoir vivre là où ils travaillent et vivre dans des associations qui ont l'énergie, qui ont l'enthousiasme et qui ont les moyens de réussir. C'est pour ça, par exemple, que moi, je veux remettre 300 000 emplois aidés dans le secteur non marchand. C'était des outils extrêmement intéressants de soutien aux associations, des outils d'insertion. Alors, je sais que dans la plateforme de la FAS, c'est plutôt emploi d'utilité citoyenne. J'aime beaucoup ce nom-là. C'est peut-être mieux que emploi aidé. Alors, Yannick Jadot, il nous reste 2 minutes. Hein, donc peut-être une dernière question, et je suis ouais, ça va vite. Hein. Je suis très frappé parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur les réseaux ou par SMS sur cette question-là. Évidemment, on est devant le congrès de la FAS. Vous avez évoqué les acteurs du travail social, les travailleurs sociaux. Beaucoup de questions sont posées là-dessus. Comment on rend les métiers plus attractifs? Comment ils sont mieux rémunérés? Comment la promotion de ces métiers est mieux faite, comment la formation est davantage assurée. Il y aura en février prochain un sommet sur ces questions-là. Là aussi, quelles sont vos propositions? Nous, très clairement, on veut renforcer ce secteur. Ce secteur-là, il fait la force de la République. Il est au cœur du maintien du pacte républicain. Et parfois, les travailleurs sociaux sont ce qui reste de l'État dans certains quartiers, dans certaines zones rurales, quand les services publics ont disparu. Donc, comme tous ces travailleurs, dans le secteur social comme d'autres secteurs, moi, je veux que l'ensemble des politiques publiques soutiennent ces travailleurs. Il y aura, quand on a bossé 15 ans, 20 ans, qu'on est à 2000 balles par mois, très clairement, y compris dans certains lieux de la France, c'est pas possible. Donc, il va falloir augmenter les salaires, avoir des statuts de protection, évidemment, s'assurer que la santé au travail permette aussi l'attractivité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épuisement physique, psychologique. Et puis, je l'ai dit, c'est un secteur sur lequel nous allons investir, sur lequel nous allons mettre des moyens pour justement à la fois qu'on vive mieux, qu'on soit mieux payé et qu'on ait des statuts plus importants. Mais à partir du moment, vous savez, moi je crois pas que la politique se fasse par dirigisme technocratique depuis Bercy ou depuis ailleurs ou depuis l'Élysée. Je ne suis pas plus pour une technocratie, un dirigisme vert que je conteste autant que le dirigisme libéral. Donc à partir du moment où on va miser sur les acteurs sociaux, où on va construire toutes les politiques de territoire avec les acteurs sociaux, et bien à partir de là, évidemment, nous trouverons les moyens de mieux rémunérer, de soutenir les activités, de mettre plus de budget dans ces associations, parce qu'encore une fois, il nous faut réparer la société. Il ne nous faut pas simplement la reconstruire bas carbone, sans pesticides, mais il nous faut réparer la société. Et je finirai là-dessus, Gilles. J'ai 50 milliards de projets d'investissement par an sur le quinquennat qui vient, dont 25 milliards pour réparer la société. Réparer la société, c'est l'école, c'est l'hôpital, c'est le commissariat, c'est le tribunal, bien sûr, mais c'est évidemment tous les acteurs, et les acteurs sociaux sont des acteurs essentiels, les travailleurs sociaux sont des acteurs essentiels, pour remettre du lien, de la démocratie, de la maîtrise de sa vie,
et finalement de l'entraide, de la bienveillance et de la solidarité dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick Jadot.